Bien que souvent laissées dans l'ombre, les femmes ont de tout temps joué un rôle social et politique sur le continent africain. Certaines, connues du grand public, ont pris la tête des révoltes contre les envahisseurs, d'autres, moins connues, ont réussi à faire sauter les carcans de sociétés patriarcales conservatrices dans l'espoir de faire changer les choses. L'Égypte de Néfertiti vers 1370 avant Jésus-Christ. Celle dont le nom signifie « la belle est venue », célèbre pour sa beauté légendaire, Néfertiti serait née vers 1370 avant Jésus-Christ. Quant à ses origines, elle reste l'objet de controverses entre égyptologues. Mais une reconstitution faciale numérique effectuée par des chercheurs britanniques a permis de déterminer que Néfertiti était vraisemblablement une femme noire, issue de l'actuel Soudan. Grande épouse royale, du pharaon Akhenaton, Néfertiti aurait joué un rôle politique majeur. Sur les parois du temple d'Aton, à Karnak, les archéologues ont découvert avec surprise que les représentations de Néfertiti étaient plus nombreuses que celles de son pharaon de mari. L'une d'elles la dépeint même situation exceptionnelle en train de massacrer des ennemis, dans une iconographie généralement réservée aux souverains. Mais Néfertiti est surtout célèbre pour avoir été à l'origine d'une révolution religieuse qui marqua son temps. Adoratrice d'Aton, un dieu représenté sous la forme d'un disque solaire, elle convainc son mari d'en faire l'unique divinité. Pour l'égyptologue britannique Cyril Aldred, elle sema ainsi le grain d'orge d'où germeront les grandes religions de Moïse et de Jésus. Angola, Nzinga, reine du Ndongo et du Matamba au XVIIe siècle, Nzinga règne sur les royaumes de l'actuel Angola et réussit à éviter la colonisation de son pays. Elle devient une icône angolaise et panafricaine de la résistance à l'impérialisme européen. Njambandi, Nzingambandi, Anna Nzinga, Nzinga, etc. De nombreux noms sont attribués à la reine du Ndongo et du Matamba qui, au XVIIe siècle, exerça son pouvoir sur un territoire aussi vaste que l'actuel Angola. Une reine qui reste à ce jour un symbole de la gouvernance féminine en Afrique. En 1622, le roi Ngola Mbandi envoie sa sœur, Nzinga, à Luanda en émissaire, afin de négocier un traité de paix avec le gouverneur du Portugal. Lors de cet entretien, Nzinga s'impose comme une redoutable négociatrice et diplomate. 2 ans plus tard, son frère meurt. C'est le moment qu'attendait Nzinga, elle prend le pouvoir et devient reine. Ses tactiques guerrières et d'espionnage, ses qualités de diplomate, ses jeux d'alliances stratégiques ainsi que sa connaissance des enjeux commerciaux et religieux lui permettent de faire résister les royaumes du Ndongo et du Matamba aux velléités coloniales des Portugais et des Néerlandais, jusqu'à sa mort en 1663. Nzinga était une femme instruite et cultivée. En plus de sa langue maternelle, elle parlait portugais, un avantage majeur pour traiter avec ses adversaires. Elle a étudié de façon très approfondie l'histoire et les populations portugaises, ce qui lui permettait de s'adapter aux situations de négociation avec une connaissance parfaite des enjeux. Redoutable stratège et diplomate, l'ensemble de son règne a consisté à préserver l'intégrité territoriale de son royaume, par la négociation avec les Portugais. Nzinga envoyait régulièrement des espions à Luanda étudier l'entraînement des troupes portugaises, afin de préparer son armée au combat. Les enjeux religieux et commerciaux n'avaient aucun secret pour elle, et elle s'en servait pour négocier avec les Portugais. Son exemple a inspiré de grandes figures de la résistance du Parti Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, MPLA, comme Deolinda Rodrigues, Diena Angracia ou encore Vastok Inga. Il faut rappeler que son exemple a marqué la société angolaise, où les femmes sont relativement bien représentées dans l'armée, la police et au gouvernement. Une figure centrale de l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, elle reste un repère culturel et une figure historique. Essentielle afin de comprendre la construction de l'identité angolaise. Durant la guerre de libération de l'Angola, 1961-1974, sa mémoire a souvent été rappelée par les leaders de l'indépendance, qui l'ont érigée en icône. L'esprit de résistance et de liberté de Zinga dépassera bientôt les frontières angolaises, devenant un symbole de la lutte contre la colonisation européenne. Et Nzinga incarne, aujourd'hui encore, une figure centrale de l'histoire de l'Afrique. 3. Algérie, sur les traces de Kaïna, symbole de la résistance berbère. De sa forteresse des Aurès, dans l'Est algérien, la souveraine combat farouchement les envahisseurs arabes. Plus de 1300 ans après sa mort, elle demeure le symbole de la résistance amazigh. Rappelons que les Amazirs sont aujourd'hui plus de 40 millions, inégalement répartis sur plus d'une douzaine de pays, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye,
Égypte, Espagne, Niger, Mali, Mauritanie, Burkina Faso et Éthiopie. Nous sommes alors en 686, les Arabes entreprennent la conquête de l'Afrique du Nord. Kosella, qui règne sur plusieurs tribus berbères, meurt lors d'une bataille contre l'ennemi arabe en compagnie de Tabet, père de Caïna, tandis que le reste de leurs troupes trouve refuge dans le maquis des Aurès. La fille unique de Tabet, qui appartient à la tribu de Djerawa, est belle, fougueuse, bonne cavalière et habile à l'arc. Elle prend la tête de la résistance, fédère les tribus qui refusent de se soumettre aux musulmans, comme jadis contre les Romains et les Byzantins. Son adresse, son courage, l'aura mystique qu'elle dégage en temps de guerre comme en temps de paix ainsi que ses supposés dons surnaturels, les conquérants arabes surnomment Caïna, de prêtresse, prophétesse ou sorcière, ce qui fait d'elle une reine aussi redoutée que impitoyable. Le chef musulman Hassan ibn Nu'man, qui lance ses guerriers des années durant contre les berbères chaouis des Aurès, reçoit un jour ce conseil: les habitants redoutent Caïna et lui obéissent au doigt et à l'œil. Tue-la, et les berbères se rendront. Après avoir régné sur ces vastes territoires qui s'étendent jusqu'à la frontière tunisienne, Caïna succombera vers 703 lors d'une bataille contre les hommes d'Ibn Nu'man. Sa tête, tranchée, est expédiée comme un trophée de guerre au calife Abd al-Malik, installé dans le Cham, l'actuelle Syrie. La légende dit que, lors de la nuit qui précéda sa mort, la reine demanda à ses deux fils de se rallier à l'ennemi afin de préserver l'héritage de son peuple. Par vous, les berbères préserveront quelques pouvoirs, leur aurait-elle dit. 4. Le Bénin, les Amazones du Dahomey, femmes soldats dans l'Afrique précoloniale. Dans l'ancien royaume de Dahomey, aujourd'hui le Bénin, une armée de guerrières défie tous les clichés sur les femmes. Plus fortes et plus vaillantes que les hommes, elles ne reculent devant rien. Ni l'ennemi, ni la mort. Elles se nomment les Minots, les colons leur donnent le nom d'Amazones. Vaincre ou mourir. Elles, ce sont les Minots, nos mères, en langue fon, surnommées les Z-Amazones du Dahomey, par les Européens, en référence au mythe des femmes guerrières de l'Antiquité. Une armée de femmes unique au monde au XVIIIe siècle. Les historiens peinent à dater précisément leur origine, mais c'est surtout à partir du XIXe siècle, sous le règne du roi Gézo, que le corps militaire se structure pour devenir l'unité d'élite féminine du roi, lui jurant fidélité jusqu'à la mort. Une vie entière consacrée à la défense du roi et du royaume éduquée au combat, elles vouent leur vie entière à la défense du royaume. Pas question, donc, de tomber enceinte ou d'avoir des relations intimes. Elles font vœu de virginité. Une fois formées, elles sont réparties selon leur spécialité. En service un jour sur deux, les guerrières subissent un entraînement physique quotidien très dur. Aptes à résister à la douleur, elles excellent dans le maniement des armes. Connues pour leur férocité légendaire, elles se montrent sanguinaires, n'hésitant pas à brandir les têtes ou autres organes fraîchement coupés de leurs adversaires. La première fois que les soldats français y sont confrontés, le 26 octobre 1892, ils n'en croient pas leurs yeux. La France a déclaré la guerre au royaume de Dahomey, 2 ans plus tôt. Le casus belli officiel est un incident diplomatique, agrémenté d'accusations d'incivilité de la part de la population autochtone. En réalité, la France souhaite surtout agrandir sa domination coloniale en Afrique équatoriale française et récupérer le territoire béninois. Ce 26 octobre 1892, les soldats français marchent sur le royaume du Dahomey. Lorsqu'ils parviennent à 50 km d'Abomey, après avoir décimé les premiers rangs de l'armée régulière envoyée par le roi Gézo, ils sont bloqués par une toute autre armée, équipée de carabines et d'armes blanches, une armée de femmes. Les combats durent 4 heures, mais l'acharnement des guerrières n'aura pas raison de l'armement français, nettement supérieur. Les balles Lebel, rapporte un soldat, font des blessures de balles explosives. Les arbres les plus gros n'ont même pas pu servir d'abri à nos ennemis. Les guerrières voient fondre leurs effectifs, mais préfèrent mourir que de céder face à l'ennemi. Le général Alfred Dodd, à la tête des 3000 soldats français, décrira cette journée comme « la plus meurtrière » de sa campagne. Le 17 novembre 1892, Abomey est prise par les Français. La défaite dahoméenne signe la fin des Amazones, et avec elle, la fin du royaume. 5 Congo, Kimpa-Vita, l'étoile révolutionnaire brûlée vive sur un bûcher. La prophétesse Kimpa-Vita a libéré la fierté de l'identité noire et porté une foi émancipatrice sur un continent en proie à l'oppression. Une allure élancée, une prestance de sainte, et de si grands yeux. C'est ainsi qu'est décrite au début du XVIIIe siècle Kimpa-Vita, grande prophétesse du Congo, par les missionnaires européens.
si les écrits à son sujet sont si nombreux, c'est qu'elle inquiète beaucoup les colons portugais et l'Inquisition. Suffisamment, même, pour qu'on veuille la tuer, précise l'historienne Catherine Kokrividrovich. Quimpa Vita, de son nom chrétien Donna Beatrice, utilise la même arme que celle de ses ennemis, la religion. Un jour, alors qu'elle est à peine âgée de 20 ans, la jeune femme a une révélation. Saint Antoine, un chrétien vénéré par les colons portugais, lui apparaît en vision. Tel un frère, il est noir. Il lui ordonne de retrouver Pedro IV, roi du Congo qui a déserté le royaume, et de le ramener à Mbanza-Congo, la capitale, appelée São Salvador par les Portugais, afin d'unifier le royaume qui souffre de divisions internes. À cette époque, le royaume Congo recouvre un immense territoire du centre de l'Afrique, s'étendant de l'Angola au Gabon actuel, en passant par les deux Congos. L'intensification de l'esclavagisme, la révélation mystique de Quimpa Vita suscite l'espoir dans cette région colonisée. 3 siècles plus tôt, les colons arrivés par bateau avaient été traités naïvement par le roi comme des partenaires commerciaux. Il y avait alors une bonne entente entre chefs côtiers et négriers portugais ou hollandais, souligne Catherine Kokrividrovich. Conséquence, les missionnaires portugais et capucins, également présents, propagent la religion chrétienne dans le royaume. Le roi se convertit lui-même en 1591. La roue tourne au XVIIe siècle. Alors que les plantations de canne à sucre deviennent prééminentes en Amérique, le commerce des esclaves s'intensifie drastiquement, jusqu'à devenir la traite que nous connaissons. L'Africain se transforme en personnage méprisable dans le regard de l'homme blanc, et le noir est alors perçu comme étant une simple marchandise. Les missionnaires catholiques, ces sorciers, comme les nomme Quimpa Vita, tirent profit de la traite négrière dans les provinces. Que des fidèles de Dieu puissent également être leurs oppresseurs apparaît impensable pour la jeune femme. Le baptême ne sert à rien, Dieu ne retient que l'intention, disait-elle. Autoproclamée envoyée de Dieu, elle fonde le culte antoiniste, qui appelle à lutter contre l'emprise portugaise et l'esclavagisme. Différents miracles lui sont attribués dans les villes et son mouvement attire des milliers de fidèles, jusqu'à la propre femme du roi Pedro IV. Contre le cérémonial, les fétiches ou la prière, elle plaide l'action. La puissance de son aura effrite massivement les visées des missionnaires portugais et capucins. Face à l'esclavage, la fierté d'être noir, les blancs sont nés de la pierre de savon et les noirs d'une sorte de figuier, affirme-t-elle face au racisme des colonisateurs. Comme des prémices au concept de négritude de Senghor ou de Césaire, elle prône la fierté d'être noir et le retour à la culture et aux valeurs traditionnelles. Quimpa Vita souhaite l'émancipation du peuple du Congo. Le danger est d'autant plus grand pour les colons que Quimpa Vita n'hésite pas à prêcher la violence. À la violence, on ne peut répondre que par la violence. Vue sous cet angle-là, elle serait donc, à plus de 2 siècles de distance, plus proche de Frantz Fanon que de Césaire ou de Senghor. Les fidèles de Quimpa Vita, désireux d'acquérir leur indépendance, sont donc formés à l'art de la guérilla et au combat. Face à la puissance du mouvement, le roi Pedro IV décide de s'allier avec les Européens, contre la prophétesse. Brûlée vive sur le bûcher jugée comme hérétique et ennemie du roi, elle est envoyée sur le bûcher le 4 juillet 1706 par les Capucins. Elle est brûlée vive à l'âge de 24 ans, dans la ville d'Evolulu, près de Mbanza-Congo. Quimpa Vita inspira plusieurs mouvements nationalistes dans le pays et au-delà des frontières du Congo. Après sa mort, le mouvement antoiniste subit une véritable répression et ses adeptes furent réduits en esclavage. Tels des graines semées au gré des vents lugubres de la déportation en Amérique, ils ont diffusé la foi émancipatrice portée par celle qui fut un espoir et une inspiration pour tout un continent.